Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 272 aujourd'hui pour votre rendez-vous hebdomadaire du vendredi pour parler course à pied, progression et plaisir de courir. Mais avant de plonger dans le sujet du jour, je voulais vous adresser un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos retours sur les précédents épisodes. Alors si ce podcast vous inspire et vous aide dans votre pratique au quotidien, prenez quelques secondes pour laisser une petite note, 5 étoiles et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées, qu'il s'agisse de Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir ce podcast et de le faire découvrir à d'autres passionnés et sportifs comme vous. Et surtout, pensez à partager cet épisode avec vos amis coureurs et sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans notre capsule L'œil du coach, je retrouve Bruno pour aborder une question que je me suis posée et peut-être vous aussi. Pourquoi stagne-t-on après des débuts prometteurs en course à pied ? Au bout de quelques années, c'est une problématique que beaucoup d'entre nous rencontrent, que ce soit lors des entraînements, de courses ou dans des objectifs personnels. Avec Bruno, nous allons décortiquer les causes de cette stagnation, partager aussi des anecdotes et vous donner des pistes concrètes pour continuer à progresser et retrouver du plaisir dans vos futures sorties. Alors, attachez vos lacets, montez le volume de vos écouteurs, nous sommes partis pour un épisode riche en enseignements et en motivation. Pourquoi je stagne ? Les clés pour relancer votre progression. C'est un épisode capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby, pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule L'œil du coach. Comme les auditeurs le savent, dans ces capsules, on essaie d'apporter des réponses concrètes à des questions que l'on peut se poser. Et dans mon entourage, dans le groupe d'entraînement du mercredi que j'accompagne, eh bien, c'est une question qui revient souvent. Sébastien, pourquoi je stagne ? Pourquoi les performances qui étaient si brillantes, si progressives dans mes débuts ne sont plus là aujourd'hui ? Mais on va essayer de trouver des éléments pour expliquer pourquoi, après avoir progressé pendant de nombreux mois, de nombreuses semaines, on n'y arrive plus. Oui, salut Sébastien. Oui, c'est vrai que c'est pas le style de ces capsules de répondre avec des réponses toutes faites et qui s'adressent à tous, parce que on le répète tout le temps, on est tous différents et chacune des personnes qui nous écoutent est différente, donc on va essayer de s'adresser à toutes ces personnes-là, mais non, il n'y a pas de réponse toute faite, mais néanmoins, il y a quand même des choses qu'on retrouve un peu partout. Moi, ça m'évoque le fait que la course à pied, enfin, moi, je trouve souvent les gens de l'extérieur comme ça, quand ils nous voient courir, trouvent que c'est une activité un peu ingrate. Beaucoup de gens qui la trouvaient d'ailleurs ingrate et qui se sont mis à courir se disaient, mais quand je voyais des coureurs avant, je comprenais pas pourquoi ils couraient. Il y a des tas d'exemples comme ça de personnes qui rapportent ça, et même des personnes très très connues. On les citera pas. Donc beaucoup témoignent à ce sujet, et c'est vrai que cette ingratitude, elle dure pas très longtemps, parce que dès qu'on se met à courir, on progresse vite. Donc c'est ça aussi le petit secret, je pense, de la réussite de la course à pied. Si demain on se met à faire du basket ou du tennis ou du golf, c'est pas sûr qu'on progresse très vite, hein. Enfin, en tout cas, je sais de quoi je parle. Mais la course à pied, on progresse très vite, donc c'est très motivant. On va vraiment réaliser très rapidement des progrès, mais voilà, c'est vrai que souvent ça ne dure pas. Moi, j'ai constaté souvent que on entre dans ce que j'appelle un peu le triptyque infernal. Ceux que ça intéresse iront sur mon site internet. J'ai écrit un article qui s'appelle Progression, stagnation, régression. J'aime bien jouer avec les mots, donc je m'en suis pas privé. C'est un peu le triangle infernal. On progresse très vite, on stagne, et puis après on régresse, hein. C'est un peu le canevas qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. Alors voilà, l'idée de la capsule, c'est peut-être de répondre à toutes ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on progresse ? Pourquoi est-ce qu'on stagne ? Pourquoi est-ce qu'on régresse ? Et surtout de répondre, de donner des éléments pour qu'on ne régresse plus, qu'on ne stagne plus et qu'on continue de progresser. Je pense que si on arrive à faire ça sur cette capsule, ce sera bien, et on aura fait ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire répondre concrètement aux gens.
Après la stagnation, il faut voir comment on l'aborde. Est-ce que c'est une stagnation dans les chronos que l'on souhaite descendre de façon régulière? Je pense qu'avec l'âge, même si les chronos stagnent, moi je le vois comme une progression, c'est-à-dire qu'on ralentit l'effet de l'âge sur nos performances sportives. Exactement. Stagner ou régresser, ça peut être aussi continuer de progresser. Et là, une fois de plus, je sais de quoi je parle. Je vais bientôt fêter mes 65 ans et mes chronos sur 10 km descendent inéluctablement, mais néanmoins, je peux constater que par rapport aux autres, ou on peut constater que par rapport aux autres, finalement, on ne régresse pas tant que ça, ou on se maintient. Donc en fait, tout dépend ce qu'on met derrière ces mots. Moi, une fois de plus, j'en use et j'en abuse. J'utilise des images, des métaphores pour expliquer. Je trouve que le coureur qui débute, le coureur un peu novice, c'est un peu comme une cire, un peu comme une pâte à modeler. C'est neuf. Donc chaque fois qu'on va mettre un coup sur la cire, un peu comme avant les gens mettaient un tampon, ou chaque fois qu'on va mettre une marque sur la pâte à modeler, ça va faire une marque. Et c'est ça en fait la progression. Le coureur novice, quoi qu'il fasse, à chaque fois qu'il met un coup sur la pâte à modeler, ça fait une marque et elle est bien présente. Donc la stagnation, la progression, pardon, c'est ça, c'est qu'en fait, quoi qu'on fasse, comme c'est nouveau et comme le corps a des capacités d'adaptation qui sont exceptionnelles, quoi qu'on fasse, même si on fait mal, et c'est ça aussi un peu l'écueil, on va progresser, on va s'améliorer parce que la pâte à modeler, elle est, y a rien dessous, elle est vraiment prête à servir. Mais au bout d'un certain temps, la pâte à modeler, elle durcit, où il n'y a plus de place pour mettre des marques, et c'est là la stagnation. Donc, on arrive à un moment où il n'y a plus de place, et quand on veut mettre une marque, c'est dur, donc c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est de reprendre cette pâte à modeler, de la mouliner à nouveau, et de faire en sorte qu'on puisse, un peu comme un débutant, de nouveau mettre des marques, et qu'elles soient un peu moins dures pour que ça impacte mieux. Et ça, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire concrètement, c'est que on doit essayer de mettre. Alors pour moi, il y a un mot clé dans tout ça, c'est la variété. Parmi les différents facteurs, on a parlé de progressivité, on a parlé de spécificité dans l'entraînement. L'entraînement, il doit être progressif pour pas se blesser, il doit être spécifique pour répondre aux besoins du sportif. On est tous différents. La variété, c'est un des facteurs de l'entraînement qui est très, très important et qui peut empêcher de stagner ou de régresser. Alors, dans cette variété, Bruno, quand on est coureur débutant, que l'on n'a pas une grosse expérience, que l'on est un coureur récréatif qui va réaliser 1-2 séances par semaine, on va pouvoir étalonner ses progrès par rapport peut-être à un tour que l'on fait de plus en plus rapidement. À un moment donné, cette façon de faire a des limites. Donc, c'est là que le coureur va introduire de la VMA, de peut-être, dans cette variété, apporter des séances qui vont permettre de développer toutes ces capacités. Lorsque l'on est coureur un petit peu plus aguerri, comment on va pouvoir apporter de la variété et changer un petit peu cette façon de s'entraîner? Qu'est-ce qui peut bloquer et expliquer cette stagnation? Ce que tu dis, ça m'évoque un des moments forts que j'ai connu en tant qu'entraîneur. J'ai eu le privilège d'entraîner Pascal Fétizon, qui est devenu champion du monde de 100 km. Pascal, c'est un athlète de haut niveau qui visait la qualification sur marathon aux Jeux Olympiques. Et quand j'ai commencé à l'entraîner, j'ai regardé ses entraînements. Donc, il était dans une espèce de routine. Il faisait des séances d'entraînement que lui pensait être efficaces et pertinentes. Il faisait des séances de VMA, par exemple, et il avait tendance un peu à faire toujours la même chose parce qu'il se retrouvait dans ces séances. Alors, on n'aura pas le temps, je pense pas qu'on ait le temps d'entrer dans le détail de ce qu'il faisait. Ça, c'est en stage, par exemple, je prends vraiment le temps d'expliquer. Ça prend 5 ou 10 minutes, mais là, je pense on manque un peu de temps. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé un peu le moule. C'est-à-dire que même pour un athlète de haut niveau qui avait des routines et qui était efficace, Pascal, il avait fait 2h14 au marathon de Paris en 96 alors que les conditions étaient abominables. Il avait d'ailleurs été champion de France. Même pour des athlètes comme ça, même pour des athlètes très aguerris, on peut casser le moule, casser la façon de faire pour justement
redonner un nouvel élan, stimuler l'organisme de manière différente, de façon à ce que cette stagnation, cette progression, elle soit arrêtée. Alors là, sur les séances de VMA, lui, par exemple, je vais essayer de la faire courte, hein, lui faisait des fractions de VMA pas forcément très rapides, mais récupérait à une vitesse folle, parce qu'à un moment, dans son entraînement, on lui a dit, voilà, si tu récupères de manière active, ça se sera mieux. Et finalement, entre ces fractions d'effort et ces fractions de récupération, il avait peu à peu, avec le temps, mis de moins en moins de différence. Et finalement, c'était plus vraiment une séance de VMA. Et moi, je lui ai dit, écoute, Pascal, moi, je pense que ce qu'il faudrait qu'on fasse là, c'est que tu ailles plus vite, tu récupères plus lentement. Donc, il me dit, oui, mais ça va peut-être pas forcément être très efficace. On s'est appuyé sur des données à l'époque, hein, même s'il y a presque 20 ans de ça, plus de 20 ans, on s'est appuyé sur des données cardiaques. J'ai analysé les courbes de fréquence cardiaque pour lui montrer, parce que c'est un athlète qui se connaissait bien, qui était sportif de haut niveau, mais aussi entraîneur, pour lui montrer qu'en fait, en cassant le moule, en faisant autrement, on atteignait les objectifs qu'on visait. Parce qu'une séance de VMA, on doit améliorer la consommation d'oxygène. On ne doit pas forcément faire ce qu'on a envie de faire. Lui, il se faisait plaisir à faire des récup rapides et courtes, mais le but du jeu, c'était de lui dire, mais Pascal, tu t'es plus dans l'objectif là, t'es plus dans la cible. Quand tu tires une flèche, je suis désolé, mais tu la mets à côté. Un peu compliqué de dire ça à quelqu'un qui fait 2h14 au marathon, mais bon, voilà. Et voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. En changeant les règles, en se reconcentrant sur l'objectif de la séance, en cassant un peu la façon de faire, on peut remettre. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Il s'est mis à travailler de manière différente, et on a réussi à repartir sur une nouvelle dynamique. Ça rejoint ce que, avec Nicolas Angermuller, nous avons évoqué dans un épisode précédent. Il parlait, lui, de zone de confort et zone d'inconfort. À rester trop dans sa bulle, il me disait que cette bulle avait tendance à se rétrécir, alors que si on élargit un petit peu son spectre, là, clairement, avec de nouvelles séances et une variété un petit peu nouvelle, on va pouvoir développer et peut-être briser cette stagnation. Là, on est clairement dans cette image de la bulle qui se rétrécit si on reste cantonné au même rythme et aux routines qui, là, ont un côté un petit peu plus péjoratif que ce qu'on a déjà pu dire à ce sujet. Mais c'est ça. Pascal, il faisait du 45-30. Il faisait les séances de 45-30. Donc, sur son 45, il faisait pas beaucoup de distance. Sur son 30, il en faisait beaucoup. Donc, en fait, au lieu de faire du 100% de VMA récup 50, il faisait du 90 récup 70, parce qu'il était très fort là-dessus. Moi, j'ai pas changé grand-chose. On a remplacé les 45 par les 300, parce que lui, il est capable de faire 300 mètres en 45 secondes. Donc, il faisait les 300 au lieu des 45, et il récupérait 100 mètres au lieu de 30 secondes. Donc, j'ai pas changé grand-chose, mais ça a changé beaucoup de choses. Parce que l'idée, c'est pas non plus de tout casser. Il faut garder la logique et la cohérence. Donc, j'ai pas changé grand-chose. C'était des petits détails. Mais ces détails-là, au lieu de faire du 45-30, on continue sur une piste, il a fait des 300-100. Ça a changé pas mal de choses et on est revenu, en fait, aux objectifs de la séance qu'on s'était fixé. Et que lui avait détourné, en fait, inconsciemment, involontairement même. Alors moi, Bruno, je voyais un autre facteur, c'est celui de la charge d'entraînement. Peut-être un volume insuffisant pour certains objectifs, mais peut-être à l'opposé, trop de séances, trop d'intensité, trop de kilomètres. C'est des choses dont on a déjà parlé, mais je pense que ça peut expliquer également une stagnation. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, en fait, oui, tout à fait. En fait, ce qui va faire qu'on stagne, c'est d'être toujours en fait dans ce même registre. Donc moi, quand j'élabore un plan d'entraînement, alors c'est difficile quand on entraîne quelqu'un depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais justement, c'est très intéressant pour l'entraîneur de trouver des changements, de trouver des adaptations, de trouver des modifications sur une séance de VMA. Au lieu de faire un 20 x 30-30, on peut faire une séance de pyramide, on peut faire une séance dégressive, et on s'aperçoit en fait que, un peu comme une recette de cuisine, ceux qui me connaissent savent que je suis loin d'être un chef cuistot, mais un peu comme une recette de cuisine, une fois de plus, c'est l'image qui compte. Il y a des œufs, il y a de la farine, il y a du lait, c'est les mêmes ingrédients, on va juste, comme un grand chef, on va juste essayer de faire les choses différemment, de mettre un peu plus de sel, un peu moins. Et en fait, la séance qui va permettre de rompre la stagnation, c'est toujours les mêmes ingrédients, sauf qu'on va les modifier, on va les changer un peu pour que l'organisme qui a une capacité d'adaptation phénoménale se soit surpris. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de surprendre et de mettre en place d'autres choses. Et en tant qu'entraîneur, c'est hyper intéressant parce qu'on augmente encore plus la palette des séances d'entraînement.
Je peux donner des cas concrets, des exemples concrets. Et du coup, on augmente aussi nous-mêmes en tant qu'entraîneurs notre richesse et nos capacités à répondre aux besoins des différents sportifs, des différents coureurs. Alors toi, Bruno, moi j'ai une expérience de coureur amateur, mais avec différents plans d'entraînement par rapport à des courses sur 10 km ou sur semi-marathon. J'ai essayé par moment d'augmenter le volume d'entraînement, de faire beaucoup plus de kilomètres, et je pense que mon corps avait atteint une limite et c'était pas là où j'étais le plus performant. J'ai couru parfois moins avec en face des résultats qui étaient bien plus pertinents et bien plus probants. Donc je pense qu'il faut également trouver ce qui nous correspond en termes de volume d'entraînement, en termes de charge que l'on va pouvoir mettre semaine après semaine. Et toujours ce concept, on en revient là, à la progressivité, de pas basculer de 40 à 80 km sur une semaine suivante, mais d'être à l'écoute de ce que le corps est capable d'encaisser au fil des entraînements en fonction du plan, bien évidemment. C'est ça. Il faut y aller étape par étape. Donc, à la variété s'ajoute effectivement la progressivité. Ça, c'est deux facteurs, deux choses qu'on doit avoir toujours à l'esprit quand on met en place une séance d'entraînement. La progressivité, la variété, c'est vraiment les ingrédients de la recette qui sont très efficaces et qui permettent justement d'empêcher cette espèce de cycle infernal de la régression. Et après, on le voit souvent des gens qui changent d'entraîneur, des gens qui changent de sport, des gens qui rompent un peu avec leurs habitudes et qui d'un seul coup se remettent à progresser de manière spectaculaire, juste parce qu'ils ont changé leur routine, leurs habitudes et qu'ils sont partis vers quelque chose de différent. En termes d'habitudes et de routine, il y en a quelques-unes que l'on peut positionner. C'est l'alimentation, c'est le soin accordé à la récupération et encore plus le sommeil. Ça fait partie de l'entraînement et là on touche peut-être des aspects un petit peu invisibles de l'entraînement. Il ne s'agit pas que de réaliser de bonnes séances sur les temps où les activités ont été programmées par l'accompagnant et par l'entraîneur. Il faut aussi derrière avoir un cadre, manger suffisamment, dormir suffisamment pour permettre au corps de se régénérer et de pouvoir encaisser les séances qui vont venir derrière. Est-ce que tu constates parfois des travers, c'est-à-dire des athlètes qui vont se dire « Moi, j'ai fait le travail, j'ai fait la séance, mais derrière, il n'y a pas tout cet enrobage, ces facteurs invisibles qui font partie également de la performance. » Ouais, on le constate souvent. Souvent, c'est chez des gens d'ailleurs qui sont plutôt doués, qui vont dire voilà, moi j'ai fait une bonne séance, j'ai fait des bons temps, j'ai fait les bons chronos, j'ai pas forcément besoin de mettre d'autres choses dans mes routines, dans mes entraînements. Et donc oui, enfin moi je veux dire j'ai pas de OK, mais regardons ceux qui réussissent. Le but, c'est d'être champion du monde de soi-même. On pourrait être champion du monde de soi-même, quel que soit son niveau. Il y a un moment où il faut mettre en place différentes choses, sachant que ces routines, ce ne sont pas des contraintes. Faire attention à son sommeil, faire attention à son alimentation, faire attention à son corps, pratiquer des étirements. Oui, ce sera bénéfique pour la performance, mais c'est aussi bénéfique dans la vie de tous les jours. Moi, je suis heureux d'avoir modifié mon alimentation à un moment en le faisant de manière contrainte, parce que je savais que c'était un facteur de la performance, pour maintenant avoir des habitudes à vie d'alimentation qui sont de l'alimentation qualitative. Les gens me disent « Ah, tu fais attention ». Non, je fais pas attention. J'ai juste changé ma façon de me comporter au niveau de mon alimentation. Et maintenant, je continue de le faire. Je ne vis pas comme un moine, mais j'ai gardé ces habitudes. Le sommeil, c'est la même chose. Quand on fait attention à son sommeil, ce sont les habitudes qu'on garde toute la vie. Ça n'empêche pas de sortir, ça n'empêche pas d'avoir forcément parfois des soirées. On n'est pas des moines, mais moi je trouve que c'est vraiment le double gain, quoi. C'est le gain dans le sport, tout ce qu'on appelle l'entraînement invisible, et c'est le gain aussi dans la vie de tous les jours. Si on est plus souple, voilà. Et moi qui avance dans l'âge, je suis content de conserver cette souplesse. Je suis content de conserver tout ce que le sport m'a apporté pour que ça me serve aussi bien au-delà du sport. Donc oui. À fond sur les facteurs, sur l'entraînement invisible, à fond sur tous ces facteurs-là. Sachant que l'environnement personnel, professionnel, ça aussi, on le répète de façon assez récurrente et on le martèle, c'est un peu nos mantras, mais il faut tenir compte de l'environnement,
d'un métier qui va être stressant, d'une vie de famille qui va être trépidante, et on peut pas, je pense, la dissocier de l'activité physique. Si on sort d'une journée de travail compliquée, on vient de récupérer les enfants, on met son sac dans la voiture et on part courir avec les copains, je suis pas sûr que la séance soit très très probante, et il y a des risques de blessures, d'arrêts un petit peu plus longs qui là seront encore moins bénéfiques pour le coureur. Donc tout ça, est-ce que tu en parles avec les athlètes que tu accompagnes pour leur peut-être préciser qu'il faut peut-être parfois un petit sas de décompression ou être dans de bonnes dispositions, peut-être échauffer son esprit comme on peut échauffer son corps pour l'effort? Ouais, c'est ça. Et puis ne pas regarder forcément les autres. Voilà, on peut une fois de plus, on l'a fait dans d'autres capsules, reprendre l'exemple de Nicolas, puisqu'on le connaît bien et on sait qu'il nous écoute, qui est chef d'entreprise, qui est plaquiste, donc il a un métier qui est difficile, il a des devis à faire, il a aussi un métier qui est engageant physiquement. Ça n'empêche pas de réaliser de très bonnes performances, hein, puisque là il vise 2h45 au marathon. Bah oui, peut-être qu'il faut être qu'il soit capable de se dire, bah là vraiment j'ai une journée dingue, je pars à l'entraînement, je suis crevé. Prends en compte toutes ces sensations et mets le curseur un peu moins haut, adapte ton entraînement, va moins vite, ou éventuellement ne fais pas cette séance si elle te coûte trop. Si en plus de ta journée de boulot, t'es à l'entraînement et que tu rentres le soir et que t'es invivable parce que t'as rajouté de la fatigue et que chez toi on peut pas te prendre avec des pincettes, ben là on est loin de ce qu'on recherche dans le développement harmonieux et équilibré d'un sportif. Comme tu le dis, c'est un développement qui doit être harmonieux et dans lequel on doit quand même trouver du plaisir. Et parfois, peut-être que les personnes qui sont amenées à stagner, et j'ai été dans ce cas-là, je souhaitais absolument passer sous la barre des 40 minutes aux 10 km. Alors que je cours 40,05 ou 39,55, ça n'aurait pas changé grand-chose à ma vie. Mais de se mettre finalement cette pression et de vouloir absolument franchir cette barre, à un moment donné, on perd un petit peu le plaisir. Et moi, j'avais l'impression que plus je tentais, moins j'y arrivais. C'est-à-dire que ça allait de mal en pis avec des chronos qui étaient vraiment même à la régression. Est-ce que la fixation d'objectifs ne va pas être là également un point central? On parle du mental, mais à vouloir courir un lièvre et vouloir atteindre cet objectif absolument, est-ce que finalement c'est pas là où on va le perdre totalement, d'avoir que cet objectif-là de chrono ou de distance? Est-ce qu'il faut peut-être pas aller en trouver quelques-uns périphériques, mais qui auront une importance également? Ouais, mais je cautionne tout à fait. Hein. Ça me fait penser au Shadok qui disait, qui pompait, qui disait à force d'y arriver, à force de tenter, on va finir par y arriver. Je crois que ça marche pas du tout en course à pied, ça marche pas du tout dans le sport. Et à force de tenter, on peut finir, par se dégoûter et par ne jamais y arriver. On est après une période là de Jeux Olympiques où on a vécu des moments extraordinaires. Moi, j'ai à l'esprit tout de suite là, ce que ça m'évoque, c'est Pauline Ferrand-Prévot, qui est une Rémoise que j'ai connue toute petite. Elle habitait pas très loin d'ici, de là où j'enregistre en ce moment. Et Pauline qui a tout gagné, Pauline qui s'est obstinée à certains moments et qui ne réussissait pas. Et quand on lui a dit après, mais c'est quoi votre pas votre secret, mais comment vous avez fait? Et le premier mot, et beaucoup de sportifs l'ont prononcé. Donc même à haut niveau, ça fonctionne aussi comme ça. Elle a dit, mais moi, je prends du plaisir à faire ce que je fais. Et ça, on a parlé de variété, on a parlé de progressivité, mais le plaisir, ça peut paraître bête, ça peut paraître bateau, mais c'est la base de tout, quoi. Si on prend pas de plaisir à faire ce qu'on fait, on ne peut pas y arriver. Et si on va sur un 10 km comme au boulot en disant faut que j'y arrive, je vais le faire, ça marche pas. Le corps humain, il est pas fait comme ça. Donc oui, là t'as prononcé le mot juste, le mot clé, le plaisir. C'est la base. Il faut l'avoir toujours à l'esprit. Et c'est ce qui me gêne un petit peu, toi, sur des courses où le chrono ne va pas être au rendez-vous, de voir des coureurs mettre le clignotant et se dire non, je vais pas au bout parce que je suis plus dans mon allure, je suis plus dans mon chrono. Je me dis mais on a quand même la chance de pouvoir courir et d'avoir vu ces sportifs paralympiques là sur ce mois de septembre se démener, se battre contre le handicap, contre des amputations. Ces gens-là vont jusqu'au bout de leur compétition. Et d'autres coureurs dire parce que je suis plus dans mon allure chronométrique, parce que je vais pas réussir à passer sous la barre de X minutes,
stopper leur course en plein milieu, je trouve qu'on n'est pas dans l'esprit du sport. Alors, toi qui as été et qui est toujours un éducateur, qui a eu des élèves sous ta responsabilité, je pense que tu partages un petit peu ce point de vue. Oui, complètement. Et ça m'aide beaucoup d'ailleurs dans ce que je fais, dans mon métier d'entraîneur. Ça m'aide beaucoup parce que j'ai compris, grâce à l'enseignement, grâce à la pédagogie, que se fixer un seul et unique objectif, c'est une erreur parce que justement, quand on ne l'atteint pas, on lâche l'affaire. Donc, il y a toujours une raison de continuer, même si on n'est pas dans ces chronos. Ça peut être de faire un bon classement, ça peut être de se dire oui, juste j'ai la chance d'être là, on m'a pas mis un pistolet sur la tempe, donc je vais jusqu'au bout, par respect pour effectivement tous ces gens qui aimeraient bien être à notre place et qui ne peuvent pas l'être. Donc, il y a plein de ressorts comme ça qui permettent de pas lâcher l'affaire. Et je pense que là, le rôle de l'entraîneur aussi est important en amont. Ce que tu as dit est très juste. 39,55 ou 40,05, qu'est-ce que ça va changer au final? Pas grand-chose. Demain, ce sera oublié. Les gens qui m'aimeront toujours autant. À part que ça a satisfait mon ego, parce que c'est de ça dont il s'agit. À part, moi, j'ai eu la même chose avec la barrière des 2h30 au marathon, que je n'ai jamais franchi d'ailleurs non plus. Si je l'ai toujours frôlé, mais j'y suis jamais arrivé. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça aurait changé de faire moins de 2h30 à ma vie? Rien du tout. Qu'est-ce que ça changera de faire moins de 40? Rien du tout. Et là, je pense que l'entraîneur, alors on parle beaucoup de préparation mentale. Est-ce qu'il faut prendre un préparateur mental? J'en sais rien. Mais je pense que là, l'entraîneur, dans l'approche de l'objectif, dans la vision qu'on doit avoir de la compétition, a un rôle important de mettre, pour employer une phrase un peu usurpée et très utilisée, de mettre l'église au milieu du village et de bien savoir pourquoi on est là et pourquoi on fait les choses. Quand quelqu'un vient à toi, Bruno, pour un suivi, un accompagnement, ce sont des choses que tu vas demander. Quels sont vos objectifs? Peut-être de voir à 1 an, 2 ans, quels seraient finalement les rêves ou les ambitions des personnes et des sportifs qui te contactent? Oui, parce que c'est aussi un peu ce réflexe de prof. Le premier réflexe qu'on a, c'est, tu le sais aussi bien que moi, on les évalue. Donc la première chose, c'est l'évaluation. Pour justement pouvoir après permettre de mettre en place les choses qui sont adaptées, qui sont personnalisées. Donc oui, c'est important de savoir dans quelle logique est l'athlète, de relativiser aussi les objectifs, de le mettre un peu dans une perspective qui soit une dynamique. Donc on peut voir à court terme, on peut voir à moyen terme, on peut voir à long terme, mais tout en sachant que tout ça ça reste que du sport et qu'il faut garder ces notions de progression qui sont importantes et ces notions de plaisir. Mais c'est aussi au rôle de l'entraîneur de ne pas viser trop, parce que quelqu'un qui vise, on va reprendre les jambes de Nicolas, puisque c'est concret, et là on parle de quelqu'un qui existe et qu'on connaît tous les deux. Il vise 2h45, son corps c'est 2h48. L'erreur, ce serait de faire 2h45-40 et d'être déçu parce qu'il n'a pas fait moins de 2h45. Il a quand même gagné 2 minutes 10. Il a quand même progressé. Donc là, il y a un dialogue qui doit s'installer avec le sportif pour lui expliquer que, OK, 2h45, c'est une belle barre symbolique. C'est super, mais même si tu fais 2h46-10 et que tu as battu ton record de 2 minutes, tu as progressé. Et peut-être que on parlait de ces gens qui ne sont plus dans le timing et qui arrêtent et qui lâchent l'affaire. Peut-être que Nicolas, s'il voit qu'il est sur 2,46, 2,47, parce qu'on a dit ça et parce qu'on l'a évoqué, ne lâchera pas l'affaire. Alors que son rêve, c'est de faire 2,45, c'est pas de faire 2,47 ou de progresser d'1 minute. Mais néanmoins, grâce à ces ressorts-là, on va peut-être conserver le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Parce que quand les gens arrêtent et coupent le chrono, c'est que ce qu'ils font n'ont pas de sens. À nous, les entraîneurs, de donner du sens. Comme je disais, on n'a pas toujours les jambes au départ d'une course, même si on a réalisé un plan d'entraînement qualitatif. Le chemin réalisé pour y accéder est quand même quelque chose d'important à mes yeux. Et je dirais que si le chrono n'est pas là, si les jambes ne répondent pas comme on le souhaite, on apprend, on avance et je vois pas quelque chose de négatif. Donc la stagnation, elle est multifactorielle, comme on l'a dit, mais il faut quand même en tirer du positif et du plaisir parce qu'il y a bon nombre de moyens, comme on l'a évoqué, pour aller chercher finalement ce qui nous fait courir tous les jours et ce qui te fait courir encore, Bruno, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est du plaisir. J'ai eu un échange très récemment avec un coureur qui prépare les 100 km d'Amiens. Donc ça va être là, on enregistre fin septembre. Ce sera au mois d'octobre. Et on parlait de cerise sur le gâteau. Et c'est exactement ça. On parlait du chemin. Et il a fait un témoignage qui était sympa. Il m'a dit voilà, super. Je suis content déjà, quoi qu'il arrive, de cette préparation. Maintenant, voilà, tu m'as donné les clés. À moi d'y aller. C'est la cerise sur le gâteau. Et je suis content quand je vois ça parce que je me dis. Il a pris du plaisir, donc le chemin, il a compris cette notion de chemin, il a compris tout ce qu'il a fait pendant cette préparation. Et ça, on l'oublie aussi souvent. Les gens oublient qu'une préparation, l'objectif, c'est quoi? C'est quelques minutes, quelques heures. Et la préparation, c'est des semaines et des mois. Donc, prenons du plaisir pendant ces semaines et ces mois. Soyons capables d'apprécier tout ce que cette préparation nous a apporté. Et se dire voilà maintenant j'ai plus qu'à mettre dans le mille, c'est la cerise sur le gâteau, mais néanmoins quoi qu'il arrive, même si mon objectif n'est pas atteint, j'aurais quand même fait quelque chose de beau et prendre cette espèce de distance, c'est le cas de le dire, avec l'objectif, ça permet aussi je pense de plus facilement viser dans le mille et mettre la flèche au milieu de la cible. Bruno, pour synthétiser notre échange de ce matin, qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans la boîte à outils anti-stagnation? Quels seraient les ressorts que tu vas pouvoir actionner pour permettre à des auditeurs de continuer à courir et surtout, on l'a dit, à prendre du plaisir? Alors pour éviter la stagnation, il faut, pour faire simple et court, faut casser le moule. Voilà, c'est-à-dire que il faut être capable de rompre avec ce qu'on a fait avant, qui a été efficace peut-être à un moment, mais qui ne l'est plus. Donc faut casser le moule, j'ai pris l'image de la pâte à modeler sur laquelle on n'arrive plus à imprimer. Prenons cette pâte à modeler, voilà, on casse tout, on la remet en boule, on l'étale de nouveau, et là on a cette possibilité de pouvoir impacter, de pouvoir mettre des choses dessus. Donc casser le moule, faire un peu pas fi du passé, mais oublier ce qu'on a fait. Sortir de sa zone de confort, voilà, même si c'est une notion qui est un peu difficile à mettre en mots concrets. Ça rejoint le casser le moule, hein. C'est-à-dire on va faire des choses un petit peu en dehors de ce qui est habituel. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, on a de fortes chances d'endiguer, d'arrêter la stagnation et surtout la régression qui arrive derrière. Eh bien, chers auditeurs, venez apporter votre témoignage sur ces capsules L'œil du coach. On en discute sur les réseaux et puis si vous êtes dans une phase de stagnation où vous sentez que les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espoirs et de vos ambitions, eh bien venez apporter via un petit commentaire sur la page de Bruno ou sur la mienne. On vous répondra et on échangera parce que c'est aussi l'objet de ces capsules, Bruno, de lancer le débat. C'est ça, de créer du lien, d'échanger, de partager et puis de permettre à tout le monde d'en bénéficier. Et on se retrouve très vite, chers auditeurs et Bruno, pour une nouvelle capsule, L'œil du coach, où l'on vous apporte des réponses concrètes à des questions en lien avec cette pratique de la course à pied. Bonne semaine à vous! Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!